et Public Sénat. Voilà, bonjour Philippe Douste-Blazy, on est ravi de vous accueillir avec Perrine Tarnaud. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'ONU, qu'on va parler de la journée mondiale du sida qui a lieu demain. Il y a beaucoup de sujets, puis vous êtes l'homme qui vivait une partie de l'année aussi aux États-Unis, de par vos fonctions. Donc c'est intéressant de savoir ce qui s'y passe depuis la réélection d'Obama et de savoir un petit peu comment ils nous perçoivent. Alors évidemment avec Perrine, on ne peut pas s'empêcher de vous poser une petite question, deux ou trois petites questions franco-françaises que l'UMP vous connaissez même bien. Quand on voit ça de New York, de passage à Paris, on se dit quoi? Quel épouvantable gâchis? Non, mais comme tout Français, je pense qu'on ne peut avoir qu'une vision assez sévère sur ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, à l'UMP, mais je vais vous décevoir, parce que, comme secrétaire général adjoint des Nations Unies, j'ai signé un petit papier disant que je ne peux pas parler d'un parti politique ou d'une vie politique française. Je m'étais mis en petite parenthèse pendant 4 mois pendant l'élection présidentielle, mais là, j'ai repris mes fonctions. Donc c'est impossible. Non, je ne peux pas. Même sous la torture avec Perrine. Non, je ne peux vraiment, même avec elle. Bon. Même avec moi. On ne peut pas savoir quelle est selon vous la voie crédible aujourd'hui à droite en France. Non, ce que je crois, vous parliez des États-Unis tout à l'heure, la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que nous sommes vraiment en démocratie lorsque on choisit les présidentiables en France. Il y a une élection présidentielle qui, elle, est totalement démocratique, au suffrage universel direct. Mais qui va décider? Qui au Parti Socialiste? Qui à droite? Qui au centre? Alors, au Parti Socialiste, pour la première fois en 2012, il y a eu un vrai exercice démocratique. Et ça n'a pas été contesté? Et ça n'a pas été contesté. Là, il y a eu des élections primaires qui ont été uniquement sous les militants. Eh bien, ça, c'est totalement dépassé. Savoir qui est le président d'un parti politique à partir uniquement d'une boîte fermée, close, sans qu'on puisse savoir ce qui se passe, ça c'est fini. Puisque vous vivez aux États-Unis, avant qu'on parle évidemment du sida, parce que c'est très important aussi et c'est une de vos préoccupations, est-ce que les Américains, version Obama, accompagnés par Clinton, que vous connaissez bien, est-ce que les Américains s'intéressent encore à nous ou est-ce qu'ils ont directement, je vais faire le geste, ils sont directement partis, le regard tourné vers l'Asie en disant, bon, les Européens, ils sont gentils, ils sont vieux, ils nous intéressent plus. Comme d'habitude, vous avez répondu dans votre question, hein. C'est-à-dire qu'en effet, le mot Europe n'a, je crois, été employé qu'une fois durant les 3 débats télévisés c'est exact, oui. entre les deux grands candidats. Et que c'était chaque fois pour dire on espère quand même que l'Europe va s'en sortir parce que on pourrait être ennuyé si elle ne s'en sort pas. Mais en réalité aujourd'hui existe le G2, hein, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis. On ne parle que de la Chine. Romney, pour gagner ses élections primaires, avait expliqué que c'était l'ennemi et pendant l'élection, la vraie élection entre Obama et lui, il y a eu de sa part il s'est centré immédiatement en disant mais non, mais c'est un partenaire extraordinaire, nous allons parler avec eux. Donc ils ont parfaitement compris. Les Chinois d'ailleurs de la même manière ne parlent que des Américains, ne parlent pas de l'Europe. Donc c'est un phénomène qui est intéressant et après on va enchaîner avec Perrine sur d'autres questions parce qu'on se pose beaucoup de questions. Nous en France on est aussi caricaturaux. En fait ce qu'on dit c'est ils ont une montagne de dettes. Si Obama n'arrive pas à régler le problème, c'est la récession en Amérique. Sous-entendu, nous, ça va très bien. Alors, cette idée de la montagne de dette américaine qui menace l'équilibre américain, est-ce que quand on vit aux États-Unis, ça paraît juste ou totalement faux, ou à moitié faux, ou véritablement un problème? Alors, toutes les chaînes de télévision, on va dire la chaîne qui est la plus connue ici en France, parce qu'elle est d'information continue, CNN, ne parle que de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, constitutionnellement parlant, il n'est pas possible d'avancer aux États-Unis s'il n'y a pas le problème de la dette qui est réglé. Et donc, la question est celle d'Obama, du second mandat d'Obama. Est-ce qu'il va être capable de s'entendre cette fois-ci avec les républicains pour passer ce qu'ils appellent la falaise. Ça, c'est un vrai problème. Ah non, mais c'est un problème de tous les jours. Ils savent très bien que... Mais comme il y a une sorte de dramatisation et de patriotisme, ils disent il faut, tous ensemble, que nous réglions ce problème. Et ils vont le régler. Perrine. Beaucoup plus qu'en Europe, vous ne pensez? Ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les pesanteurs
je dirais, entre guillemets social, c'est d'ailleurs leur problème. Il fallait voir, parce qu'aujourd'hui, il faut bien voir que l'emploi reprend un petit peu aux États-Unis, mais il faut voir aussi qu'il n'y avait aucun amortisseur. Il y a 3 ou 4 ans... Aucun amortisseur social, vous voulez dire. Oui. Pardon, aucun amortisseur social. Et donc, il faut savoir qu'il y a 3 ou 4 ans, les gens qui avaient une maison, qui avaient l'habitude de partir en vacances, étaient quasiment sans maison, sans rien, sans voiture. Et donc, tout ça va très vite d'un côté comme de l'autre, et il y a une reprise aux États-Unis. Aujourd'hui, les gens commencent à être beaucoup plus optimistes qu'il y a 2 ans. Mais quelles conséquences vous en tirez pour la France, pour l'Europe? Est-ce qu'il faut quand même qu'on conserve notre modèle social? Non, le drame, c'est que c'est comme si rien ne s'était passé. On va en parler si vous voulez. Le sujet numéro 1 du monde aujourd'hui, c'est que l'Occident n'a pas compris ce qui s'est passé. Et donc, les erreurs, le capitalisme social, celui de Henry Ford, celui de Detroit, le patron qui donne des milliers d'emplois, bon, eh bien, ce patron-là, il devient maintenant à la City ou à Wall Street, c'est-à-dire le capitalisme financier. L'homme n'est plus au cœur du capitalisme, il n'y a plus que l'argent au cœur du capitalisme. Et rien ne s'est passé depuis Lehman Brothers, tout continue de la même manière, le monde continue à marcher de la même manière, et ça entraîne une globalisation, une mondialisation dans laquelle les pauvres sont toujours aussi pauvres, mais les très riches sont immensément riches. Vous voulez dire que l'administration Obama n'a rien réglé de ce point de vue-là, pourtant on lui a beaucoup reproché, justement. L'administration Obama peut faire tout ce qu'elle veut si le Congrès américain est contre cela. Or, le Congrès américain est dans les mains de Wall Street. Même Barack Obama ne peut rien faire à ça. Donc, le vrai combat politique aujourd'hui est de savoir si oui ou non on met en place une taxe sur les transactions financières. Même, ça voulait venir, oui, voilà. Même si elle est petite, même si elle est microscopique. Mais si tous les pays du monde font 0,01% sur tous les produits dérivés et que 50% de cela, personne ne sera plus pauvre pour autant, 50% de cela va à ce qu'on appelle les biens publics mondiaux. Comment chaque être humain peut boire de l'eau potable, peut manger à sa faim, peut avoir accès à la santé, peut avoir accès à l'éducation, eh bien là on changera le monde. Mais justement, où vous en êtes de votre projet de taxe sur les transactions financières pour financer notamment avec votre fonds United l'achat de médicaments pour les pays en développement? C'est le grand sujet et la France est au cœur de ce sujet. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy, avant de partir, avait mis en place une taxe sur les transactions financières. François Hollande, en arrivant, a expliqué que c'était une très bonne idée. Il l'a multiplié par 2, et ce qui est très bien. Il aurait même pu la multiplier par 3 ou par 4. Mais on n'est pas très suivi. Mais non, on est suivi par 12 pays européens. C'est-à-dire que, ne vous trompez pas, pour moi, tous les pays occidentaux, les uns après les autres, vont mettre en place la taxe de transactions financières. Pourquoi? Il y a 10 ans, lorsque je disais cela, ou même les autres ONG, etc., disaient « Ah ben non, écoutez, vous êtes cardiologue, vous n'êtes pas économiste, vous n'y connaissez rien, c'est pas possible. On ne peut pas la mettre en place, ou alors on la met dans le monde entier, ou nulle part. » Très bien. Aujourd'hui, les mêmes nous disent « Mais c'est une excellente idée, on va la mettre en place. » Mais pourquoi ils le disent? Parce qu'ils ont, eux, des dettes. Et donc, la taxe sur les transactions financières aujourd'hui est mise en place dans tous les pays du monde. Pour eux, eh bien, le grand combat, et je le demande aujourd'hui au président de la République, il est devant un choix historique. Est-ce que la France, qui est la première à avoir mis en place cette taxe de transactions financières, Madame Merkel va la mettre en place d'ici 1 an, Monsieur Monti la semaine prochaine, etc. Eh bien, lui, il doit montrer l'exemple que ces fameux 10% qu'il veut donner pour les pays pauvres, qu'il les donne à une structure comme United, qui permettra au-delà de soigner le sida, la tuberculose, le paludisme, mettra avec le Brésil, avec l'Allemagne, avec l'Autriche, avec la Belgique, tous les pays du monde mettent 10% de leur taxe de transactions financières, et là vous créez le premier mécanisme mondial de solidarité. J'avais justement une petite question à caractère pédagogique à vous reposer sur ce sujet avant qu'on enchaîne. Parce que vous nous parlez de cette taxe, mais pour beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin, c'est encore une histoire floue. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas spécialistes, ils ne savent pas vraiment si elle a été votée, soutenue, si elle est mise en place, si elle rapporte quelque chose, qui fait quoi. Alors la taxe financière, Philippe Douste-Blazy ce matin, est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle rapporte quelque chose? Et alors, les gens n'en savent rien. Non, bien sûr. Donc c'est 0,01% sur ce qu'on appelle les produits dérivés. Ça ne touche pas évidemment quand même 99,9% des gens qui nous écoutent. Ensuite, c'est 0,2% sur les actions et les obligations. Donc ça ne touche que les gens. C'est en fonction. Alors c'est en fonction depuis le 1er août
en France, ça rapporte de l'argent depuis le 1er août, et donc la question est de savoir, est-ce que... Qui la gère? Bercy la gère, bien sûr, le ministère des Finances la gère. La question est de savoir, est-ce que cet argent va permettre d'aider les pauvres en France et dans le monde, ou alors est-ce qu'on profite de ça pour prendre dans le budget de l'État, et donc on ne fait que retarder les réformes. Donc si on fait ça... C'est justement ça que je vous pose la question. Oui, c'est une occasion... Non, mais répondez à la question que vous posez vous-même. Non, mais la réponse, c'est que malheureusement... Vous l'avez vu, la taxe, ou elle est restée à Bercy? Bien sûr, 80... Non, justement, je suis là... Je suis là pour vous dire qu'il faut à tout prix faire une action politique, car c'est de la politique vis-à-vis vous aviez écrit une lettre à François Hollande, il vous a répondu, il vous a donné il m'a répondu. Donc 90% de cette taxe est pris à Bercy, et 10% vont aller vers les pays les plus pauvres. Il se trouve... Mais ça n'a aucun sens, puisque ce n'était pas l'objet. Mais non, voilà, exactement, merci de le dire. C'est quelque chose qui est terrible, mais enfin, déjà 10%, si tous les pays du monde donnent 10% de la taxe transaction financière, déjà on pourra régler le problème des famines, de l'eau potable pour chaque être humain. Vous savez qu'un enfant meurt toutes les 3 secondes d'une maladie évitable et curable. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Même si on ne le fait pas pour des raisons éthiques et morales, faisons-le pour des raisons politiques. Est-ce que vous croyez qu'1,5 milliard de gens qui n'ont rien, qui n'ont accès à rien, vont rester pendant tout le 21e siècle en regardant sur... Apple, parce qu'ils l'auront bientôt, la différence qu'il y a entre notre style de vie et le leur. Ça, c'est sûr que non. Vous êtes toujours franco-américain, ou un jour vous allez revenir, vous êtes en France, vous êtes là ce matin. Mais est-ce que vous avez fait une croix définitive sur le Douste Blazy, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Culture, maire Non, celui-là, il est mort, enfin... Non, ce que je crois, c'est que... Perrine enchaînera. Non, ce que je crois, c'est que je fais beaucoup de politique là aujourd'hui, c'est de la politique internationale. Ce dont on vient de parler, pour moi, c'est le plus grand sujet du monde. Lula disait que la seule bombe nucléaire, la seule arme nucléaire, c'est la faim dans le monde aujourd'hui. Et vous verrez que pour nos enfants et nos petits-enfants, si on ne règle pas ce problème, nous... purement hexagonal, on ne se rend pas compte de ce qui va se passer. Donc, pourquoi pas faire de la politique un jour national? Je ne dis pas non, mais pour l'instant, c'est pas le moment. J'ai été une caricature d'homme politique à un moment donné. Je venais faire les émissions du matin pour expliquer ce que je n'avais pas encore fait. Donc là, c'est exactement le contraire. Je préfère travailler tranquillement et puis ensuite venir vous voir avec les résultats que nous avons. Perrine. Un mot du sida, puisque c'est la journée mondiale. Demain, il y a un peu d'espoir. Et la Palestine, on va essayer en deux. C'est la 5e année de baisse. Est-ce que le combat aujourd'hui, c'est contre les laboratoires occidentaux qui freinent l'achat ou la production de médicaments moins chers? Non, on ne peut pas reprocher ça aux laboratoires. Les laboratoires, c'est comme toutes les compagnies du monde privées. Elles sont là pour faire du profit. Alors évidemment, c'est encore plus choquant là, mais je veux dire, c'est pas le sujet, c'est les hommes politiques. C'est vous, c'est les citoyens. On ne peut pas aujourd'hui estimer que lorsqu'il y a un progrès, lorsqu'il y a une découverte d'un brevet, eh bien, nous, nos enfants, nos familles, nos parents peuvent aller à la pharmacie avoir ce médicament. Et à Bamako, il faut attendre 20 ans pour que ce brevet puisse se transformer. Ce matin, le Parisien parle par exemple d'une PME du côté d'Evry qui aurait trouvé une solution sans parler de vaccin. C'est pas très bien. Ça vous paraît crédible, cette histoire? Non, mais ça, c'est certainement... Je ne connais pas ce sujet. Mais si c'était crédible et s'ils trouvaient le vaccin contre le sida, eh bien, ça serait pour 1 milliard d'individus sur 7. Eh bien, ça, c'est inadmissible. Nous, à United, nous sommes en train de faire en sorte que la propriété intellectuelle des nouveaux brevets, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, puisse être non seulement pour les pays riches, mais également pour les pays pauvres au même moment, parce qu'un être humain est un être humain, c'est une personne humaine sacrée. Dernier point qui est important, puisque vous êtes à l'ONU, secrétaire général adjoint, est-ce que le fait que la Palestine est maintenant un statut d'observateur, depuis quelques heures, c'est bien vécu, bien accepté et considéré comme historique? C'est historique. C'est la dernière question, on n'a plus beaucoup de temps. Merci. C'est historique. Il est évident que les accords d'Oslo, c'est avant tout, et c'est ça la grande force des accords d'Oslo, c'est 2 États à côté, conjoints, qui se respectent. Alors, vous aurez toujours des extrémistes qui, au dernier moment, essaieront de casser cela, parce que, évidemment, c'est très mauvais pour les extrémistes, mais c'est très bon pour le monde, et c'est très bon pour les droits de l'homme, et c'est très bon pour le respect des religions. Donc, oui, il s'est passé quelque chose de très important à l'ONU hier. Merci beaucoup, Philippe Douste-Blazy. Merci, Perrine. Bon week-end. On se retrouve évidemment avec grand plaisir la semaine.